Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 16 mars 2023. Nous sommes à la veille d'arriver au printemps, ce qui est une belle nouvelle comme telle. Est-ce que dans les marchés, il y a des belles nouvelles? Il y a des nouvelles un peu inquiétantes à propos des banques qui ne semblent pas faire leur devoir vraiment de due diligence, comme on dit, c'est-à-dire de savoir faire leur travail comme il faut et qui prennent des risques qui finalement les mettent en difficulté. Deux cas sont typiques, celle de la Banque de Californie et puis l'autre, c'est le Crédit Suisse. Le Crédit Suisse, c'est très amusant, si on peut dire comme ça, dans le sens que c'est tragique. Ils ont fait tellement d'erreurs pendant 20 ans, puis là, ils sont rendus avec le marché boursier vraiment rendu ridicule. Car est-ce qu'on peut voir le Crédit Suisse CS? Notez que c'est une très belle banque, mais regardez la baisse qu'il a fait. Là, il est rendu pratiquement à 1 dollar, non, à 2,2 $, alors qu'il y a quelques mois, il était à 5,80 $. Naturellement, si vous regardez d'autres banques, comme par exemple la Banque de Californie, on n'en parle même pas. Ça, c'est la Silicon Valley, SVB. Donc, regardez, ça, c'est la SVB. Donc, la Banque de Californie. Naturellement, là, on voit la grande chute que le prix a fait. Mais regardez, ça descendait depuis le mois d'août, ça descendait, ça descendait, ça descendait. Donc, et ça n'a pas créé des alertes de personnes pour voir pourquoi ça descendait comme ça, est-ce qu'ils faisaient bien leur travail de gestion de portefeuille et tout. Un certain blâme, vous savez, on dit que c'est M. Trump parce qu'il a enlevé dans les années 2017, il a aboli une loi qui obligeait toutes les institutions à faire un stress test ou des choses comme ça. Les banques plus petites avaient demandé à M. Trump de ne pas être obligé à faire ces tests-là parce que c'était très laborieux, très coûteux et tout ça. Et Trump l'a aboli. À présent, on dit que c'est la faute de Trump, le fait que des banques font faillite. En réalité, non. La Banque centrale a augmenté les taux d'intérêt tellement de 0,25, tellement vite, de 0,25 à 4 dans l'espace de 4,5 dans l'espace de pratiquement une année. Et ça a créé un massacre dans les banques parce que les banques n'étaient pas prêtes non plus pour recevoir une augmentation comme ça. Qu'est-ce que ça crée? Ça crée que dans la banque, par exemple, de Californie, les gens déposaient l'argent, la banque prenait cet argent, achetait des obligations fédérales américaines, donc sécuritaires absolument, mais naturellement, ils les achetaient, mettons, à 100 $, mais à cause de la hausse des taux d'intérêt, ils descendaient à 60. Donc, quand le client voulait avoir son argent, ben, il ne l'avait pas. Il fallait vendre les obligations à 60 et donc accuser une perte de 100 à 60. C'est ça la cause première. Et ça continue. Si vous regardez le Crédit Suisse, c'est toute une histoire très amusante. Amusante parce qu'on ne comprend pas comment on peut faire autant d'erreurs un après l'autre. Il y avait dans cette Crédit Suisse, peut-être il y a 20 ans, il y avait un monsieur qui, lui, faisait la photocopie du chèque, enfin de la signature d'un oligarque russe qui avait mis 2 milliards de dollars dans la banque, et il faisait des transactions dans le marché avec l'argent du monsieur à son insu, mais comme si ça venait de lui parce qu'il forgeait la signature. Et ça continue comme ça, finalement. Ben, en Suisse, c'était assez tragique une chose pareille, parce qu'eux se vantent d'être les parfaits, puis tout ça, puis... Enfin, il faut toujours faire attention à tout. Mais de quoi on parle aujourd'hui? On va parler d'un indice qui s'appelle l'indicateur de Buffett. D'abord, c'est qui M. Buffett? Sans aller trop loin, mais vous avez parmi les références, c'est la référence à numéro 9. Donc, vous n'avez qu'à cliquer sur la référence numéro 9 pour voir c'est qui ce monsieur. C'est un monsieur essentiellement qui est devenu richissime, lui et sa compagnie, qui s'appelait sa compagnie Berkshire Hathaway, c'est-à-dire c'est la référence numéro 8. Et puis, sur quoi se basait sa capacité, ou se base sa capacité? C'est qu'il prend des titres, des titres de bourse qui sont finalement en disgrâce en quelque sorte, mais dont le potentiel de croissance est grande quand même, donc la valeur intrinsèque, et donc la différence entre la valeur au marché actuelle de disgrâce et la valeur et la capacité
comme valeur intrinsèque étant élevée, ben, il achetait ça, puis il attend des années, puis le titre se met à remonter, puis il fait de l'argent. Et ça a été un grand succès pour lui. Et donc, tout le monde regarde toujours que c'est quoi qu'il a comme truc, comme idée, tout ce qu'il dit finalement. C'est un monsieur de 90 ans, je crois, à présent. Et on dit qu'il regardait un indicateur. Cet indicateur qu'on appelle l'indicateur de Buffett qui est là. Donc, l'indicateur de Buffett, c'est essentiellement celui en bas ici. Là, j'en ai mis deux, parce que vous avez aussi la Réserve fédérale qui fait l'indicateur de Buffett. Essentiellement, c'est quoi ces indicateurs-là? On prend un indice de bourse et on le divise par le produit intérieur brut. Et ça donne un certain résultat. L'indicateur ça c'est la référence numéro 1, si vous voulez voir comment la Réserve fédérale fait ça. Mais l'indicateur de Buffett n'est pas tout à fait ça. Regardez, c'est la valeur totale du marché boursier. Donc finalement, c'est la capitalisation de toutes les compagnies qui sont cotées aux États-Unis. Pour cela, on prend l'indice Wilshire, ici 5000. Et donc, cet indice-là, donc, ça représente un certain nombre, pas l'indice, mais finalement, la valeur totale du marché boursier, c'est un nombre important de trillions. Donc, c'est, regardez, au 10 mars 2023, c'était 42,2 trillions de dollars. Tandis que le PIB, le produit intérieur brut, était 26,3 trillions. Donc, il fait le ratio entre les deux et ça donne 160. Qu'est-ce que ça veut dire, 160? Ça ne veut rien dire, grosso modo. Mais attention, bien, ça veut dire que ce ratio, ce 160, représente 24% loin de la moyenne ou 0,8 de l'écart type. Là, on vous montre le graphique qui vient de la référence numéro 4, je crois. Oui, et on le montre ici, voyez-vous. Donc, l'indicateur de Buffett que vous avez ici, voyez-vous, il y a une historical trend line, une tendance donc moyenne. À partir de cette moyenne, on ajoute un écart type ou deux écarts types, ou on soustrait un écart type ou un autre écart type, deux écarts types, donc. Et on juge la capacité de cet indicateur de nous dire quelque chose en fonction de comment il est loin de la ligne de la tendance. Donc, il nous dit qu'au 10 mars, le 160, ça représente 24% loin de la moyenne. Donc, vous avez la moyenne ici, 24% positif ici à la hausse, mais 24%, selon les calculs, sans aller rentrer dans les calculs là-dedans, ça représente moins qu'un écart type, donc 0,8. Et donc, on dit, regardez comment sont les critères d'évaluation. On dira que c'est fortement surévalué si, par exemple, l'indicateur, le ratio, il se retrouve à deux écarts types ou plus. Mettons deux écarts types s'il est là. Il l'a fait, là. Il l'a fait durant le COVID. Ensuite, s'il est surévalué, s'il est entre 1 et 2 écarts types, donc entre une ligne ici et l'autre ligne, entre le 1 et 2. Et là, il semble être sur la 1. Mais comme c'est 0,8, comme c'est 0,8, ici c'est marqué 0,8, et donc il est juste. Il est entre 1 et moins 1 écart type. Ça, c'est 70% des fois qu'il est là. Les cas surévalués, c'est 14% des fois, et fortement surévalué, c'est 2% des fois. Naturellement, il y a aussi le sous-évalué. S'il est entre moins 1 et moins 2, et ça, c'est 14% des fois, et fortement sous-évalué quand il est moins que moins 2 écart type. Une fois dit tout ça, qu'est-ce que ça nous dit au fond, au bout de la ligne? Qu'il est juste. C'est-à-dire, il y a une bonne relation, si vous voulez, ou une juste relation entre le produit intérieur brut et la valeur totale du marché. Naturellement, il y a des défauts là-dedans, si vous permettez. Les défauts sont que la valeur totale du marché boursier reflète donc les compagnies, et les compagnies exportent, et puis ont une activité à l'étranger et tout ça. Tandis que le produit intérieur brut, c'est intérieur, c'est juste le produit qu'on fait aux États-Unis. Donc, c'est pas tout à fait exactement harmonieux. Enfin, il y a quelque chose, on peut dire, qu'on peut critiquer sur cet indice. Mais la beauté de l'indice à long terme, tout ce qu'il nous dit, c'est qu'il ne faut pas s'éloigner trop de la ligne moyenne de comportement. Et donc, comme on est à présent, ça va de mieux en mieux, si on dirait. On s'approche de plus en plus même de la ligne qui est la ligne historique. Autre chose à vous dire,
Le PIB, il y en a deux de PIB. Il y a le PIB nominal et le PIB réel. Alors, il faut prendre le PIB réel, naturellement, et il est celui qui est sans inflation. Tandis que le nominal, ben, c'est les chiffres purs comme elles sont là, avant de les épurer finalement de l'inflation et peut-être d'autres facteurs. Donc, le PIB mesure l'activité économique réelle, récente, parce qu'il est à tous les 3 mois, tandis que l'indice de bourse reflète l'activité nationale et internationale et ça représente l'avenir. Finalement, comment on peut lire ce ratio? C'est le rendement futur attendu vis-à-vis la performance actuelle de l'économie. Naturellement, ce n'est pas une chose qu'on dit « Ah, demain matin, j'embarque dans le marché » parce que c'est simplement un indicateur à long terme. Parce que M. Buffett, en réalité, c'était du long terme. Je dois vous dire, lui, une fois, a cité cet indicateur-là, et donc tout le monde a dit « Ah, c'est l'indicateur de M. Buffett ». Mais M. Buffett a dit « Non, non, moi, je suis lié à rien d'une façon permanente ». Il y a des occasions dans lesquelles c'est intéressant de regarder ce ratio et des moments dans lesquels ce n'est pas intéressant. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire pour ce indicateur de Buffett. Et c'est tout pour aujourd'hui.